Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau web événement. Ce nouveau web séminaire a pour intitulé Maintenir en période de crise. Il est d'actualité et durant ce web séminaire, nous allons eh bien, profiter du retour d'expérience de nos clients et notamment du groupe Agro Mousquetaire. Alors avant de rentrer dans le détail, je me présente, je suis Laurent Trussello, je suis le modérateur, l'animateur l'animateur technique de cette session. Et donc, au cours de cette session, vous allez avoir plusieurs intervenants. C'est un format un peu particulier pour les habitués de la plateforme Carl, puisqu'il va s'animer autour de plusieurs acteurs. Nous recevons aujourd'hui plusieurs intervenants que sont Michael Rakoto, directeur technique Agro-Mousquetaire, avec Christophe Boutruche, responsable administration technique et GMAO du groupe Agro-Mousquetaire, qui vont nous partager notamment leur retour d'expérience, mais également aujourd'hui Karim Kalfan, maître de conférence à l'Université Strasbourg et administrateur de l'Association française des ingénieurs de maintenance. Et enfin, vous allez voir également Dominique Balm, responsable communication pour Carl. Alors, à noter que cet événement est organisé en partenariat Carl avec la FIM, l'Association française des ingénieurs de maintenance. Ce partenariat existe depuis une vingtaine d'années. Et cette collaboration s'est manifestée lors de nombreux événements, notamment des conférences sur les salons, des web événements ou évidemment le forum maintenance. Je remercie déjà par avance notre client Agro-Mousquetaire et notamment Michael et Christophe de partager avec nous cette expérience aujourd'hui. Je vais faire court pour la suite. Je rappelle le mode de fonctionnement. Il va y avoir cette table ronde, cet échange autour des intervenants que vous voyez à l'écran. Durant à peu près 40 minutes, 40-45 minutes, on verra en fonction du besoin, parce que l'intérêt est de faire vraiment partager cette expérience. Et puis, nous aurons 20 minutes d'échange. Avant ces 20 minutes d'échange, un petit sondage qualitatif sera proposé. Et puis, on enchaînera sur les questions que vous pourrez m'inscrire dans le bloc questions-réponses que vous voyez à droite de la plateforme. Si vous rencontrez des problèmes techniques durant la session, des problèmes de son ou des problèmes d'image, n'hésitez pas à me contacter via le chat. Et donc vous écrivez à l'animateur et je vous répondrai, je vous proposerai des solutions. Écoutez, sans plus attendre, je propose de laisser la parole aux intervenants que vous attendez et je vous dis à tout à l'heure. Je cède la parole à Dominique. Merci, à tout à l'heure. Merci Laurent. Merci bien, bonjour à tous et merci d'avoir répondu si nombreux à notre invitation de participer à cette série de web séminaires. Alors avant de commencer, juste un mot sur cette série que nous organisons avec la FIM. Notre thème, maintenir en période de crise Covid-19. Alors au programme de cette série, plusieurs rendez-vous avec des acteurs de la maintenance qui seront venus de différents secteurs d'activité, industrie, comme c'est le cas aujourd'hui, santé, sécurité, distribution de l'eau, etc. Ils auront tous œuvré pour la continuité des services indispensables à la population pendant le confinement, alors même que leurs propres organisations étaient impactées par l'épidémie et qu'ils devaient respecter également des contraintes réglementaires. Donc dans les semaines à venir, vous pourrez échanger avec ces différents intervenants, partager leurs bonnes pratiques, vous inspirer de leurs méthodes et des outils structurants qui les aident à piloter efficacement leur maintenance. Avec la FIM, nous espérons que vous allez apprécier cette démarche qui a pour but de créer du lien entre les acteurs de la maintenance. Alors c'est parti pour ce premier rendez-vous avec nos invités, que je remercie également. À nos côtés, Michael Rakoto et Christophe Boutruche du groupe Agro-Mousquetaire. Pour commencer ce web séminaire, je vais laisser la parole à Karim, qui est maître de conférence à l'unité de Strasbourg, mais également délégué à FIM Alsace, qui va vous présenter cette belle association qui a réuni des ingénieurs et des responsables de maintenance. Je prendrai la suite pour vous présenter Carl Software en quelques mots, puis nous passerons au vif du sujet avec nos invités du groupe Agro-Mousquetaire. Karim, c'est à toi. Merci Dominique. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de participer à ce webinaire. Alors la FIM, l'Association française des ingénieurs
et responsable de maintenance, une association qui fédère environ 1000 adhérents, appartenant à 800 entreprises, réparties dans 12 délégations régionales. Je ne vais pas être très long. Les 5 axes principaux: améliorer la santé-sécurité, représenter la profession auprès des acteurs économiques, promouvoir et adapter la formation, échanger, analyser et informer sur les enjeux de la profession et mettre à disposition de la profession les données et les outils pour faire progresser et atteindre l'excellence. Alors, la FIM est présente au niveau de la commission de normalisation, la commission AFNOR X60G, maintenance, et donc la présidence est assurée par un des membres de la FIM. La FIM participe également à la commission pédagogique nationale qui définit les programmes de l'enseignement supérieur en maintenance. Et je profite de cette tribune, puisque un certain nombre de mes étudiants et apprentis sont connectés. Je voudrais les féliciter pour leur comportement exemplaire pendant cette période. C'est un vrai bonheur de faire des cours à distance avec eux. Et donc, je voulais en profiter avec cette tribune pour les remercier. La FIM collabore également avec l'Institut national de recherche et de sécurité pour améliorer la sécurité des opérations de maintenance avec un outil développé et mis en place en partenariat avec l'APAV qui s'appelle Securafim, mais vous pourrez retrouver ces informations sur les différents sites. Donc, des délégations régionales, n'hésitez pas à prendre contact. Vous trouverez leurs coordonnées sur le site de la FIM, alors site qui est en cours de reconstruction. Donc, la FIM, c'est pour pouvoir accroître la compétitivité de vos entreprises, rester à la pointe des technologies, être acteur des grandes mutations de notre métier, peser sur les grandes décisions. Et donc, on a besoin de vous pour soutenir la FIM en devenant adhérent, bien évidemment, participer à nos différents travaux et faire connaître l'association. Donc, le site est en pleine reconstruction. Il sera opérationnel au mois de juin. Et donc, la maintenance, plus qu'un métier, une vraie passion. Et donc, je vais tout de suite repasser la parole à Dominique Ball. Voilà. Merci. Alors, en quelques mots, je souhaite vous présenter Carl Software. Carl Software, c'est un éditeur de solutions de gestion technique du patrimoine, des équipements de la maintenance, qu'on appelle plus communément GMAO, GTP, et qui est très orienté asset management. Notre but, c'est d'apporter des solutions orientées terrain à nos utilisateurs, et ce, quel que soit leur secteur d'activité, industriel, santé, immobilier, ville, transport, etc. Carl Software est un expert GMAO depuis plus de 35 ans maintenant, et depuis 2007, Carl Software, c'est l'éditeur numéro 1 en France et leader européen. Nous accueillons une équipe de 150 personnes, dont la majorité se trouve dans les bâtiments que vous voyez présentés à l'écran, donc à Limonest, au nord de Lyon. Et l'autre partie de l'équipe se trouve répartie sur différents sites et dans différents pays. Alors, j'attire votre attention sur le titre de ce slide. Vous pouvez lire Carl Berger-Levrault. Ce titre peut peut-être vous surprendre. En 2018, Carl Software a rejoint le groupe français Berger-Levrault, qui est un éditeur de logiciels multi-activités qui sont diffusés à l'international. Avec l'appui de ce groupe, nous poursuivons un objectif, c'est devenir un acteur majeur de la GMAO à l'international, avec un nom de marque qui évolue et qui passe de Carl Software à Carl Berger-Levrault. Vous voyez, tout s'explique, ne soyez pas surpris. Désormais, vous allez voir Carl Software présenté de cette manière-là, Carl Berger-Levrault. Un petit mot également sur nos références. Chaque année, nous accueillons une soixantaine de nouveaux clients, de tout secteur d'activité. Voilà, vous pouvez voir un petit aperçu de quelques-unes de nos nouvelles références que l'on accueille depuis septembre 2019. Donc, vous voyez des clients
qui évoluent aussi bien dans l'industrie comme les chocolatiers Sémois, Gérard Dely, dans la gestion des tunnels comme le Grand Lyon, TMB. TMB, c'est tunnel du Mont Blanc, ou FHVSE qui gère les tunnels de Bruxelles. Nous accueillons également des clients dans le secteur des transports. Là, vous pouvez voir en bas à droite de votre écran Metrolink, qui est le métro Dublin, ou l'ONCF, l'Office national des chemins de fer marocains, qui gère l'ensemble de ses actifs avec Carl Source, que ce soit le matériel roulant, la nouvelle voie TGV, toutes ces infrastructures à installation fixe. Et puis, je n'oublie pas le secteur de la santé avec l'arrivée des hôpitaux universitaires de Genève parmi nos références. Donc, vous l'avez vu, nous comptons plusieurs références à l'international, et ceci grâce notamment à Carl Source, qui est traduit en 6 langues en standard et proposé également en 4 langues complémentaires. Pour asseoir notre développement international, nous nous appuyons sur les filiales canadiennes et espagnoles du groupe Berger-Levrault et les agences de Carl en Italie, en Belgique, ainsi que sur un large réseau de distributeurs. Pour nos produits, nous proposons la gamme Carl Source qui est déclinée en 5 verticalisations métiers. Factory pour l'industrie, Facility pour la partie gestion de patrimoine, les réseaux, des infrastructures, la santé, les transports, les collectivités. Le cœur du logiciel reste bien Carl Source, mais chacune de ces verticalisations dispose de fonctionnalités métiers qui sont très spécifiques et qui répondent au plus près des besoins de chaque activité. Par exemple, un vocabulaire un peu précis, par exemple des fonctionnalités réglementaires précises, comme la matériaux-vigilance, par exemple, dans Carl Source Santé. La gamme Carl Source s'agrémente de 3 solutions mobiles. Carl Touch, qui est une application dédiée aux techniciens et aux gestionnaires de stock. Carl Flash, qui est une application de demande de service tout public. Et Carl Express, qui est la toute dernière application que nous lançons pour les techniciens qui souhaitent réaliser des comptes rendus d'intervention express. Je vous invite d'ailleurs à participer au prochain web séminaire qui portera sur la présentation de cette nouvelle application et qui se tiendra mardi 2 juin. J'en ai terminé pour cette rapide présentation de Carl Berger-Levrault. Donc je vous propose à présent de passer la parole à nos invités qui utilisent Carl Source depuis 2016 pour l'entité SVA Jean Rosé et qui ont déployé Carl Source sur l'ensemble du groupe Agro Mousquetaire en 2018. Je vais commencer par une première question qui s'adresse à vous, Michael Rakoto, directeur technique du groupe Agro Mousquetaire. Est-ce que vous pouvez nous présenter, s'il vous plaît, l'activité et l'organisation de votre groupe et de ces 63 usines, s'il vous plaît? Oui, bonjour à tous. Donc vous avez devant les yeux justement nos implantations. Alors, juste pour un souci de débit, je vais couper ma caméra. Ce sera plus simple pour que vous puissiez bien m'entendre. Voilà. Alors, on a 62 usines au niveau de la France. Donc, vous voyez sur la carte à gauche, donc une grosse majorité de nos sites de production sont localisés dans le Grand Ouest. Voilà. La direction industrielle est localisée à Vitré, donc c'est à une demi-heure de Rennes, alors que la direction générale et la présidence est localisée à Bondoufle, donc c'est dans 91, en région parisienne. Au niveau de comment sont structurées nos usines, nos sites de production, donc nous avons 10 filières en fait, qui sont représentées par la mer, la filière bœuf, le porc, traiteurs surgelés, les boissons, l'épicerie, le lait, tout ce qui est boulangerie, pâtisserie, l'environnement énergie, parce qu'on a une filiale qui peut traiter tout ce qui est la partie énergie, et la partie non alimentaire. Alors après, vous avez un petit descriptif du nom de nos sites de production. Donc là, vous voyez que entre le bœuf et le porc, ça représente la plus grosse entité en termes de nombre, parce qu'on n'est pas loin de 3000 personnes au niveau du bœuf et 2500 personnes au niveau du porc. Et juste à côté, vous avez nos chiffres d'affaires. Voilà, par filière. Donc, notre petite particularité, ça vous avez peut-être pu le voir au niveau des journaux, c'est qu'on détient notre propre flotte de bateaux. C'est la petite image que vous avez. Donc, on a 23 bateaux au niveau de la filière mer. Donc, au niveau de l'activité, vous connaissez certainement nos magasins, donc Agro Mousquetaire. C'est vrai que peu de personnes connaissaient nos usines, donc les 70 sites de production.
Un peu d'histoire. Donc, on a été créé en 1969. Aujourd'hui, on a 3000, un peu moins de 3600 chefs d'entreprise. Donc, c'est vrai qu'un propriétaire de magasin, c'est un chef d'entreprise. Et au global, ça représente 146 000 collaborateurs sur tout le territoire français. Donc, l'essentiel que vous connaissez peut-être et sûrement, bien sûr Intermarché, mais c'est aussi Netto, Bricomarché, Bricocash, voilà, American Car Wash aussi, et Poivre Rouge, c'est la partie restauration, c'est nos restaurants. Au niveau purement industriel, donc quelques chiffres clés. Donc, nous sommes le premier fabricant français de marque de distributeur de MDD, le quatrième acteur agroalimentaire français. Et au total, en 2019, on a réalisé un chiffre d'affaires de 4,13 milliards d'euros. Après, d'autres chiffres clés, donc on est le premier amateur français de pêche fraîche, premier mareyeur français. Et aussi, on est le premier fabricant français de tout ce qui est hygiène bébé pour les féminines, avec notre belle usine à Saint-Lô de Brocéliande. Deuxième producteur de charcuterie, troisième opérateur de viande, troisième acteur de tout ce qui est partie conserverie, et puis quatrième acteur au niveau de l'embouteillage d'eau minérale. Donc voilà, quelques chiffres clés de notre industrie française. Donc on arrive à la partie, alors comment nous sommes organisés. Donc là, je dépends de mon directeur industriel et qui a sous ses ordres différents services, donc avec la partie achat, la partie achat global et achat technique, une partie logistique et supply chain, un service performance industrielle qui va optimiser nos lignes de production et puis nos usines de manière générale, ingénierie qui s'occupe de toute la partie travaux neufs, donc c'est soit construction d'usines ou soit mise en place de lignes de production. Tout ce qui est santé et sécurité, c'est un aspect qui est le premier aspect plus important dans nos usines. On met la santé et sécurité avant tout. Et ensuite, la direction technique que je représente avec différents services que vous voyez. Donc, la partie automatisme et électrotechnique et informatique industrielle. Notre service, coordination maintenance. Donc, coordination maintenance, c'est plutôt comment on aide nos usines du côté technique à être mieux organisées et optimiser les différents outils qui sont en leur possession, notamment la GMAO. Donc ensuite la GMAO, qui permet justement de centraliser tous les aspects techniques et la coordination de nos actions. Usine 4.0, donc c'est vrai qu'on doit anticiper les futurs challenges. Donc on a créé un service usine Smart Industry peut-être, comme vous avez plus entendu, usine 4.0. Ensuite l'administration technique, donc on a un pôle qui va gérer tous les documents, tous les flux d'informations au niveau technique. Et tout ça, en fait, rayonne sur les 62 usines. Et au niveau purement technique, en fait, la maintenance, ça représente un peu moins de 900 collaborateurs qui sont répartis sur les 62 sites de production. Alors, Michael, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu l'organisation de la maintenance et qu'avez-vous mis en place pour structurer l'activité du groupe? Donc, en fait, on a revu nos organisations, on revoit nos organisations pour la rendre plus cohérente. C'est vrai, lorsque vous rentrez dans des usines, en fait, il peut y avoir différents intitulés. Donc, on a créé cette pyramide, ce qu'on appelle la pyramide des métiers, pour vraiment comprendre notre organisation et puis la structuration et comment on peut évoluer dans nos usines. Alors, ça commence par des agents de maintenance qui vont faire en fait des activités basiques de maintenance, donc c'est des réglages ou c'est du changement de format par exemple. Après, on arrive sur un autre niveau qui est représenté par les techniciens de maintenance. Donc là, on commence à toucher à des activités de maintenance qui sont plus fondamentales, qui méritent plus de technicité et plus de savoir. Ensuite, on a imaginé deux voies. C'est vrai que lorsqu'on est technicien de maintenance, soit on a l'esprit de manager, donc on peut évoluer vers le responsable d'équipe, ou soit on veut garder une grosse part technique, donc on évolue du côté expert. Voilà, donc on a imaginé ces deux voies parce qu'on ne veut pas que certaines personnes qui sont très bonnes au niveau technicien se sentent bloquées en termes d'évolution dans nos usines. Ensuite, je suis responsable d'équipe, on peut évoluer vers du responsable maintenance. Donc là, on encadre une usine avec uniquement le métier de la maintenance. Et si par contre, on maîtrise différents métiers, donc on devient responsable technique. Donc c'est à la fois la maintenance, ça peut être l'environnement, ça peut être les utilités.
Et si après, on gagne on progresse dans les échelons, donc on peut devenir directeur maintenance. Donc là, on est en charge de différentes usines avec uniquement le métier de maintenance. Et ensuite, le stade ultime, le directeur technique, donc encadrement de plusieurs usines avec différents métiers. Voilà, donc à cette évolution, on a associé des fiches de poste bien spécifiques et c'est le langage unique qui circule maintenant dans nos usines. Donc là, vous avez vu, nous avons uniquement souligné les métiers, on va dire, opérationnels. Et bien sûr, à côté de cela, il y a tous les métiers support qui structurent une usine, notamment tout ce qui va être méthode, tout ce qui va être magasin, tous les métiers dont l'opérationnel a besoin pour pouvoir travailler correctement. Merci Mickaël, bonjour à tout le monde. Donc moi je vais vous parler un peu de l'outil GMAO au sein d'Agro-Mousquetaires, donc un petit peu d'histoire. Les premières GMAO mises en place au sein d'Agro-Mousquetaires dans nos usines, au milieu des années 90, essentiellement pour la gestion des stocks, les achats et également un petit peu le préventif. Depuis quelques années maintenant, la GMO est utilisée pleinement au sein des unités de production. Et en 2018, on a étendu la GMAO au sein d'Agro-Mousquetaires vers une seule GMAO unique, Carle Source. Alors pourquoi Carle Source? Déjà, Carle Source répondait à nos attentes. C'est un expert de la GMAO et orienté maintenance. Alors, les objectifs d'une GMAO unique, bien sûr, réduire les coûts d'évolution de la maintenance des logiciels, des serveurs, mutualiser les stocks, parler le même langage au niveau des indicateurs de pilotage, homogénéité des méthodes de maintenance normalisées sur tous les sites, lissage du préventif sur l'année, ça permet de mieux planifier nos préventifs pour les fortes périodes de production, suivi de la maintenance réglementaire avec le déploiement entre autres de l'option Contrôle-S. Ça nous permet aussi de suivre nos certifications, donc pour les audits IFS, 9000, 14000, etc. Et également, ça nous permet de suivre les temps d'intervention pour optimiser le pilotage de notre parc d'équipement. Alors, au niveau de la GMAO, nous utilisons l'ensemble des fonctionnalités de Carle Source, à savoir le module équipement pour la gestion et le suivi de notre matériel, le module travaux, bien sûr, pour enregistrer nos interventions de type correctif, mais également notre préventif. Derrière, pour avoir une analyse correcte, on suit tous nos stocks au niveau de la GMAO. L'ensemble des achats sont réalisés au travers de la GMAO. Le module ressources qui nous permet de planifier les ressources nécessaires pour nos différentes interventions. Ensuite, on suit tous nos comptes, donc les comptes budgétaires, les centres de coûts. Le module analyse, donc ça c'est plus pour faire des indicateurs. Et après, la partie système et Carle Touch, c'est pour les administrateurs du logiciel. On utilise également le module SIG. Donc, comme vous pouvez le distinguer, nous avons voulu faire quelque chose de simple et ludique. Il faut savoir que la GMAO est utilisée par l'ensemble du personnel sur les unités de production. Il faut savoir aussi bien le personnel de la production, maintenance, mais également des services annexes et également la direction. Pour faciliter l'utilisation de la GMAO, nous avons mis en place l'accès rapide via des favoris, mais on a également des indicateurs qui apparaissent sur l'écran d'accueil. Nous déployons également la mobilité avec le Carle Touch, donc essentiellement utilisé actuellement pour les inventaires, mais le déploiement va aller vers également la maintenance préventive. Donc quelques bénéfices organisationnels et économiques. Donc bien sûr, réduction des coûts de stockage. Donc grâce à la mutualisation des stocks, ça nous permet de réduire fortement les stocks. Réduction du nombre de fournisseurs. On travaille énormément en collaboration avec les achats techniques pour réduire le nombre de fournisseurs. Meilleur suivi des coûts de maintenance. On enregistre tous nos comptes rendus d'intervention. Optimisation globale du pilotage du parc équipement.
l'obsolescence du matériel et justification du remplacement. Il faut savoir qu'en GMAO, on enregistre la criticité de nos matériels, une meilleure gestion du préventif grâce au lissage, la gestion des priorités et amélioration de la planification. Il faut savoir aussi que CarleSource est interfacé avec le RP SAP. Donc, on remonte l'ensemble de nos commandes et de nos réceptions dans SAP. Et SAP est maître pour la création des fournisseurs. On utilise également le logiciel et un outil décisionnel, le ClickSense. Alors, ClickSense, on a mis en place ce ClickSense pour automatiser nos indicateurs et avoir des indicateurs beaucoup plus dynamiques. Il faut savoir que lorsqu'on enregistre l'ensemble de nos interventions ou le suivi de notre gestion de stock, on utilise l'ensemble des modules qui nous permet de sortir différents indicateurs. Alors, on peut avoir des indicateurs, bien sûr, qui sont issus de Carl, avec Burst, mais on utilise également, nous, le logiciel ClickSense. Derrière, on a une utilisation beaucoup plus dynamique. Là, vous avez 4 petits exemples d'indicateurs. On suit notre stock dormant avec le surstock et les stocks tournants. On a une approche aussi sur le suivi de l'activité maintenance, donc correctif, préventif et autres activités. On peut voir aussi le taux d'enregistrement des techniciens en GMAO. Et je vous ai mis aussi le top 10 des équipements. Donc, l'ensemble de ces indicateurs sont accessibles par les responsables maintenance et également les directeurs des unités de production. Merci. Merci Christophe pour toutes ces précisions et nous verrons un peu plus tard lors de ce web séminaire l'utilité de CarleSource pour vous aider dans la gestion de la crise Covid-19. Alors on rentre dans le vif du sujet, la gestion de cette crise Covid-2019. Alors pendant cette période de confinement, vous avez, groupe agroalimentaire, dû faire face à une très forte demande des consommateurs. Quelles répercussions cela a-t-il eu sur votre production? Alors, il y a un fort impact sur notre production. C'est vrai que à partir du moment où les gens étaient confinés, il fallait assurer le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Donc, on a suivi l'évolution, la forte évolution de la demande des consommateurs. Donc, il a fallu s'adapter ensuite sur cette nouvelle donne. Et surtout, il fallait s'assurer qu'il n'y ait pas de rupture. C'était une première de nos préoccupations, de ne pas avoir de rupture de matières premières. Donc là, on s'est entouré, bien sûr, de notre direction achat, qui devait aller sourcer et s'assurer justement qu'on pouvait avoir des matières premières pour produire dans nos usines. Et dans le même temps, il fallait faire face aussi à l'absentéisme. Voilà, donc il y a une stratégie particulière qui a été mise dans nos usines, c'était de mettre en place des grandes séries, d'arrêter les champs normales et les petites séries ou des parfums peut-être particuliers pour assurer justement l'approvisionnement de nos magasins. Donc pour assurer tout ça, on a mis en place une organisation au niveau service support un peu spécifique. Donc tous les jours, on a des réunions de crise qui réunissent soit la direction technique, les achats, l'ingénierie, pour s'assurer justement qu'on arrive bien à piloter nos usines et qu'on ne manque de rien au niveau de nos usines. Et à mon niveau, donc avec l'ensemble de mes collaborateurs, on a mis en place aussi une cellule de crise quotidienne qui réunit tous les services que je vous ai présentés auparavant. Donc la maintenance, l'environnement, l'automatisme, les équipes zéro, pour être sûr qu'on apporte le bon soutien au niveau de nos usines. Donc on fait un point, donc chacun est responsable de son domaine bien sûr, mais au niveau de la coordination maintenance, ces personnes devaient être en contact avec toutes les usines tous les jours pour s'assurer qu'on n'a pas de pièces, qu'on a les bonnes fournitures pour être sûr qu'on arrive à fonctionner normalement. Donc c'est vraiment cette coordination qui était essentielle pour piloter nos usines au niveau technique, au niveau maintenance. Alors, justement, Michael, c'était la question que j'allais poser. Comment vous structurez les équipes en maintenance? Et puis, avec le confinement, quelles ont été les relations avec la production? Alors, je
Alors, quelques chiffres hein, pour qu'on se rende bien compte de l'impact de cette crise hein, sur nos équipes. De manière assez surprenante, on n'avait pas beaucoup d'absentéisme au niveau de la maintenance. Donc c'est vrai que ce qu'on peut voir dans l'actualité ou dans nos usines, on peut avoir des taux d'absence au niveau de la pollution à 2 chiffres. Et finalement, au niveau de la maintenance, on avait allé entre 3 et 5% d'absentéisme. Et principalement, c'était par la garde d'enfants. Voilà, donc on a pu travailler, on va dire, normalement. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de changement fondamental au niveau de nos équipes, on va dire purement opérationnelles, donc au niveau des techniciens. L'aménagement particulier qu'on a fait, c'était au niveau de l'encadrement. En fait, on a fait des roulements pour être sûr que justement un chef d'équipe ne croise pas forcément un responsable maintenance, pour être sûr qu'il n'y a pas de contamination, si contamination il y a, et qu'on a pu s'assurer cet encadrement au niveau de nos techniciens. Donc c'est pour ça, il n'y a pas de changement au niveau de nos techniciens, et puis après on a fait des roulements au niveau de notre encadrement. Après, au niveau de nos usines, comme on est beaucoup, c'est-à-dire une grosse majorité de nos usines sont dans l'agroalimentaire, il n'y a pas eu de changement spécifique. Toutes les mesures barrières que vous voyez aux actualités, donc c'est à la fois les masques, les charlottes, les gants, le gel hydroalcoolique, tout ça on l'avait déjà dans nos usines agroalimentaires. Donc les usines, on va dire, hors alimentaire qui ne l'avaient pas, donc on l'a installé. Et encore, elles avaient déjà tout ce qui était charlotte, elles l'avaient déjà, les gants aussi. Donc on a peut-être rajouté les masques et puis tout ce qui était gel hydroalcoolique. On a fait attention aussi à tout ce qui était distanciation physique au niveau de nos usines, pour être sûr qu'on était à 1 mètre, 1,50 m et sur certains postes de production. Notamment, il y a des espaces qui sont vraiment marqués. Au niveau de nos fours, on a mis en place ces et respect de ces puissent travailler confortablement et avec la sécurité dans nos usines. Voilà, donc il n'y a pas eu de grands changements. On était déjà, je ne vais pas dire à la pointe, mais on respectait déjà tous ces principes justement de sécurité, notamment à cause de notre grande partie d'action dans l'agroalimentaire. Voilà. Ensuite, on a, alors ce qui était intéressant, c'est que on n'a pas changé non plus notre programme de maintenance. Donc on a continué à faire nos plans de maintenance, notre maintenance préventive, avec justement le point qui est important, c'est la maintenance de complaisance. C'est vrai que lorsqu'on fait la technique, bien sûr il y a une grosse partie technique, mais il ne faut pas oublier le côté humain. C'est vrai qu'on s'organise avec la production, on communique avec la production, mais le fait qu'on y soit sur des grandes séries, on a fait moins de maintenance de complaisance. Voilà, donc on s'est vraiment centré sur la performance de nos lignes, sur vraiment le côté technique. Et ce qui nous a permis de faire de la maintenance qu'on n'avait peut-être pas, on pouvait peut-être pas faire à un autre moment dans cette crise. Donc les plans préventifs ont été respectés, que ce soit en interne ou en externe. Donc il a fallu rassurer aussi nos partenaires, nos fournisseurs, pour dire vous pouvez venir chez nous parce qu'on respecte toutes les mesures. Notamment au niveau des organismes de contrôle, comme la PAF par exemple. Il fallait vraiment leur dire qu'on respectait toutes ces conditions-là et surtout qu'on ne pouvait pas passer outre les contrôles réglementaires. Parce qu'à partir du moment où on va décaler ces contrôles réglementaires, ça peut avoir des conséquences qui peuvent être importantes après sur le reste de nos équipements. Et ensuite, il fallait s'assurer que les pièces, lorsqu'on avait une casse ou un préventif à faire, étaient bien présentes dans nos usines. Donc, là, grâce à la coordination quotidienne, notamment avec la direction de l'achat technique, il fallait s'assurer qu'il n'y avait pas de rupture, qu'une pièce qui était localisée dans l'usine A, on pouvait la transférer rapidement en cas de problème dans l'usine B. C'est ce qu'on a fait tous les jours pour éviter justement toute rupture au niveau technique. Et puis après, grâce à la GMAO, il fallait trouver des solutions à interne. Donc, ça nous a permis, en appuyant sur un bouton, de savoir où était localisée la pièce et puis rassurer nos équipes dans les UP pour dire ta pièce, on l'a et on va te la fournir dans 12 heures ou dans 24 heures, donc il n'y aura pas de rupture de production. Voilà tout ce qu'on a mis au niveau de la maintenance et la répercussion de cette crise sur nos activités de maintenance.
fait, si on devait faire une synthèse, Michael, est-ce que vous pouvez nous rappeler finalement quels sont les fondamentaux que vous avez utilisés et qui vous ont permis de faire face à cette crise? En fait, tout ce que l'on construit avec mes équipes, donc au niveau de la gestion technique et de la maintenance, c'est de mettre en place les bonnes pratiques. Alors, c'est d'avoir une organisation agile, donc c'est à la fois utiliser des outils informatiques comme GMAO ou d'autres, et puis après d'avoir des outils qui permettent à nos responsables maintenance, responsables techniques, d'organiser ces différents services. Alors, je vous ai mis un petit schéma qu'on appelle The System. En fait, c'est de savoir comment on s'organise. Donc, ça part de la planification du travail. Je suis chef d'équipe, je dois organiser le travail de mes équipes. Je dois suivre le travail de mes équipes sur le terrain. Je dois faire des réunions. Je dois avoir des tableaux de bord grâce à la GMO. Je dois faire des réunions. Donc, tout ça, ça ne s'improvise pas. On veut développer des réflexes, un peu comme des sportifs. Hein. Plus on répète et plus ça va être automatisé. Donc, c'est toute cette organisation qu'on appelle le système de management, boucle opérationnelle, que l'on met en place. Le deuxième aspect qui est important, c'est vrai que on veut éviter la culture orale. Donc c'est pour ça que grâce à la GMAO, on écrit ce savoir parce que les plus anciens partent. C'est vrai que si on a des équipements qui sont un peu anciens ou même un peu techniques, si ce n'est pas écrit dans des gammes ou des modes opératoires, et bien tout ça en BPM. Donc on a défini nos formats pour écrire ces gammes, ces modes opératoires. Donc ça peut être à la fois de l'écrit, et puis justement grâce à l'usine 4.0, on veut passer à de la vidéo, des choses vraiment plutôt qui permettent de retracer des gestes et qu'un écrit ne peut pas souligner. Tout ça, bien sûr, se fera avec une GMA unique. Et grâce à ces GMA uniques, on pourra centraliser et être sûr qu'on a les mêmes supports et les mêmes modes pour communiquer au niveau des côtés techniques. Et puis surtout, les points fondamentaux, c'est que maintenant, on est un groupe avec des services support dont je fais partie. Donc, on se doit de coordonner l'activité au niveau de nos usines et s'assurer qu'on a les mêmes méthodes de travail. Et que si je vais dans une usine, eh ben, je regarde le petit tableau que je vous ai mis en bas à droite. Donc, ça représente en ligne, ce sont des noms d'opérateurs. En colonne, ce sont des jours et des semaines. Donc, visuellement, en fait, comme je vous l'ai dit, on essaie d'articuler des outils informatiques et puis des outils un peu plus papier pour être sûr que les gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'informatique puissent retrouver les informations qu'on a dans l'informatique. Donc ça, les petits post-it que vous voyez, ce sont la planification du travail. Donc si moi je suis technicien, ben, je sais ce que j'ai à faire tous les jours. Alors ça peut paraître banal, mais à partir du moment où on n'a pas cette organisation-là, et ben, ça met un peu le bazar dans une usine et dans les filières. Puis après, le dernier point, eh ben, c'est être sûr qu'on travaille bien entre les différentes directions de la direction industrielle, pour être sûr qu'on apporte le bon support au niveau des différentes unités. Pour résumer, donc c'est vraiment les fondamentaux en termes d'organisation, en termes d'outils, en termes d'unicité qui va être important pour être sûr que par rapport aux 62 usines que nous avons, on parle le même langage, on a les mêmes outils, quelles que soient les usines où on va. Voilà, Dominique, pour répondre à votre question. Merci. J'en profite juste pour poser une question complémentaire qui s'adresse à Christophe. Christophe, en tant qu'administrateur technique et GMAO du groupe, est-ce que vous avez des compléments d'information à nous apporter sur les bénéfices qui ont pu être apportés par le logiciel CarSource pendant cette période de Covid? Pour compléter ce que disait Michael, effectivement, donc on utilise effectivement les tableaux, mais en plus on priorise également les travaux en GMAO. On visualise plus facilement le préventif. Bon, on a pu également consulter le stock sur l'ensemble de nos sites pour permettre le dépannage. Donc on a été sollicité régulièrement par les usines. Et la dernière chose, les approvisionneurs et les acheteurs ont une vision globale des achats réalisés pendant cette période. Alors, j'ai une question dans ce qui va arriver bientôt. Alors, je pense que c'est peut-être Michael qui va pouvoir répondre. Eh bien, quelles mesures avez-vous adoptées pour préparer le déconfinement de vos équipes maintenance? Et puis, une question, vous n'êtes pas obligé de répondre, c'est un peu embêtant. Est-ce que vous avez prévu une mise à jour du document d'évaluation des risques professionnels? Alors oui, Karim, on se doit de
de mettre à jour tous nos documents, notamment au niveau du document unique. Donc là, c'est plutôt la direction la sécurité qui va s'en occuper. Donc, on va mettre à jour notre document unique. Et après, au niveau du déconfinement, bah, tout ça, c'est en train de se préparer. Voilà, on va être sûr que bah, tout ce qu'on a mis en place, bien sûr, puisse continuer de répondre aux exigences en termes de sécurité. Et puis après, bah, au niveau du détail, on voit comment ça se passe. Donc là, c'est en train d'être défini. Mais il faut que tout ce qu'on a respecté, tous les fondamentaux au niveau sécurité soient encore respectés. Et tous les jours, et justement, je vous ai parlé de réflexes tout à l'heure, je vous ai parlé de réflexes d'organisation. Et ben, ces réflexes de sécurité, donc, on va être encore plus appuyés pour être sûr que chacun fait attention à l'autre, qu'on puisse toujours répondre à la demande des particuliers et des ménages. T'entends pas, Karim? Oui, donc une dernière question. Comment est-ce que vous avez géré les stagiaires et les apprentis? Alors, je pose la question puisqu'il y a les apprentis qui suivent. C'est une grande question. On est en train de se poser la question au niveau de l'université pour les stagiaires. Comment est-ce que vous envisagez ça? Eh ben, il y a pas de changement, Karim. Les apprentis, les stagiaires, les alternants eh ben, font partie de l'équipe. Donc, bah, si à partir du moment où on respecte et on garantit leur sécurité, eh ben, ils continuent à travailler chez nous. C'est vrai que c'est une belle question parce que on se dit, tiens, ces jeunes-là, est-ce qu'on continue à les faire venir dans l'usine? C'est une ressource très riche et nous, on investit beaucoup dans les jeunes. On se donne un objectif d'alternant, de stagiaire à 2 chiffres chaque année. Donc, on sait que ce sont les ressources de demain, donc on se doit les former, puis on a besoin d'eux. On a besoin des jeunes pour nous apporter une nouvelle vision, pour nous challenger, pour pouvoir continuer à progresser au niveau de notre enfance. Si c'est à nous, c'est d'être attractif, donc de proposer des belles technologies. Donc, les gens qui veulent faire un peu d'automatisme ou d'informatique industrielle, ben ça, on est capable de le présenter. Voilà, donc ils font partie de l'équipe et ils sont avec nous, ils sont dans les usines avec nous. Merci pour ces précisions. Et une dernière question pour clôturer le sujet. Quels enseignements est-ce que vous tirez de cette période de Covid-19 pour votre organisation et quelles démarches d'amélioration est-ce que vous pourriez mettre en place post-Covid-19? Donc en fait, cette crise, ça peut avoir des craintes. Alors moi, je suis de nature optimiste, hein. Mais à partir du moment où on a les fondamentaux qui sont en place, on s'est entraîné comme un sportif hein, qui a ses gammes d'entraînement. Donc nous, c'est ce qu'on fait dans nos usines. Voilà, donc ça c'est en place. Et puis surtout, on se pose toujours la question pourquoi j'intègre telle entreprise, tel groupe. Ben moi, pour moi personnellement, et puis pour mes équipes, ça donnait encore plus de sens. Là, on a vraiment pas l'impression, mais on participe vraiment à l'effort de la nation pour nourrir justement les foyers. Donc ça, voilà, ça conforte nos choix, donc à la fois nos choix techniques, nos choix de filière, pourquoi cette industrie, pourquoi ce groupe. Et puis ça valide nos schémas organisationnels, les outils qu'on a mis en place. Donc à partir du moment où un schéma n'est pas solide, eh ben, il est réexposé en plein vol. Alors que là, les usines ont bien fonctionné, certes avec un peu d'absentéisme. Et voilà, donc on n'a pas eu de choc, on n'a pas eu de crise, on a pu les gérer et justement ça nous conforte dans la voie que l'on donne aujourd'hui par rapport à nos outils, par rapport à nos pratiques, par rapport aux choix techniques, par rapport à l'intégration des jeunes et des moins jeunes dans nos usines. Alors voilà, donc on est conforté et rassuré aussi de différents choix que l'on fait dans notre groupement. Et puis surtout, comme je l'ai dit dans la dernière phrase, ben, on a pu traverser sans dégâts cette crise, mais tout ça n'est pas dû au hasard, c'est de l'entraînement. C'est un peu comme une performance, hein. On ne devient pas champion du monde en faisant une seule course. Il y a tout le travail que l'on fait avec les équipes au niveau de la structure support et puis au niveau des usines. Et tous les liens de confiance qu'on crée avec toutes ces personnes. Voilà, Dominique. Écoutez, merci infiniment. Je vous propose de laisser la parole aux participants qui souhaitent dialoguer avec vous. Laurent, si tu veux bien reprendre la main pour poser des questions des participants à nos intervenants.
Oui, merci à tous les quatre déjà pour cet enchaînement et puis ce retour d'expérience qui nous en apprend beaucoup et qui, j'espère, permettra d'alimenter d'autres échanges. Alors, comme je l'annonçais en début de présentation et d'organisation, j'ai ouvert un sondage. Je vous invite à y participer en parallèle de la session des questions-réponses. Et pour gagner du temps, il nous reste à peu près un quart d'heure. Les questions commencent à arriver. J'en ai déjà un certain nombre pour nos interlocuteurs que je vais commencer à attaquer tout de suite. Donc, pas de temps mort pour nos intervenants. On est parti. Alors, je vais commencer par une question un peu d'ordre général, peut-être plutôt adressé, orienté sur Agro-Mousquetaire, donc plutôt à Michael. Quelle répartition plus précise au niveau des effectifs des usines par rapport à l'effectif de maintenance? Et quelle est la stratégie aussi de gestion des interventions? Voilà, il y a une double question, mais plus précisément, comment vous avez présenté les effectifs globaux par filière, mais ça représente quoi comme effectif maintenance par usine? Voilà, c'est quoi la taille des équipes? Et peut-être redonner quelques précisions sur votre stratégie autour de la gestion des interventions. Alors, les équipes, la dimension, la taille des équipes dépend des usines. Si vous prenez l'usine qui est SVA Vitré, donc on a plusieurs milliers de personnes, et que vous prenez notre petite usine, eh ben, on est à quelques dizaines. Donc, on a toutes les tailles en fait dans la structure. Et après, de manière générale, la dimension, c'est les équipes maintenance technique, c'est à peu près 10% des effectifs. Donc voilà pour la première partie de la question. Deuxième partie de la question, donc la stratégie au niveau de nos interventions, donc il fallait partir du plan de maintenance et puis savoir ce qu'on avait à faire et comment on devait le faire. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de maintenance de complaisance qu'on ne faisait plus ou moins, on va dire. Donc ça nous a permis de s'assurer que par rapport au plan de maintenance, on réalisait l'ensemble d'interventions et être sûr qu'on le faisait à 100%. Donc on a choisi les plus importantes, celles qui étaient vraiment fondamentales pour soit des contrôles élémentaires ou par rapport au fonctionnement d'une usine. Donc on a choisi avec les responsables techniques et maintenance c'est de faire un choix, parce qu'on ne pouvait pas tout faire non plus par rapport à ces points techniques. Merci. Alors, il y a pas mal de questions qui commencent à arriver. Du coup, peut-être on va essayer de faire des réponses concises pour pouvoir en traiter le maximum. Alors, vous avez évoqué l'utilisation de la GMAO, la comptabilité des nombres d'interventions. Est-ce qu'il y a une évolution entre le nombre d'interventions qui étaient traitées et quel volume cela représente-t-il avant la période que nous connaissons, et puis pendant cette période de crise, voilà, est-ce qu'il y a un volume d'activité globalement qui baisse, dans quelle proportion? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations? Je vais laisser Christophe répondre. Christophe? Donc au niveau du volume des interventions, non, on n'a pas eu une baisse significative. Pendant cette période, notre plus grosse difficulté a été quand même l'approvisionnement des pièces, puisque certains fournisseurs, surtout avec les transporteurs, on avait des soucis de livraison. Donc on a fait appel à la direction des achats techniques pour nous appuyer dans les délais de livraison. Au niveau de l'activité maintenance, non, on n'a pas eu forcément une baisse significative du nombre d'interventions. Merci. Alors, d'autres questions sur le lien avec la GMAO. Vous avez évoqué l'utilisation de certaines options comme l'application mobile. Est-ce que cette application mobile a un impact ou a un impact positif? Comment cette application mobile a été perçue par les utilisateurs durant cette période particulière? Alors, on utilise essentiellement Carle Touch pour la partie magasin inventaire. On ne l'a pas encore étendu pour la partie maintenance. Donc, l'impact pour l'utilisation au niveau des techniciens maintenant, je ne pourrais pas répondre. Par contre, au niveau des magasiniers pour faire l'inventaire, donc des inventaires tournants, donc c'est fait tout au long de l'année. Là, l'impact, voilà, c'est un outil en plus qui est utilisé pour faciliter les inventaires.
On va continuer le déploiement de CarleTouch dans les mois qui vont venir au niveau maintenance. Pour l'instant, on n'a pas encore mis en place. Donc, juste une précision. Notre ambition, c'est qu'il y ait zéro papier. Donc, c'est vrai que ce qui peut être embêtant pour un technicien ou un responsable maintenance et technique, c'est la partie papier. Donc, on veut que ça se fasse à la voix, que ça se fasse plus rapidement que la partie papier. Merci. Alors, des questions, vous avez évoqué la mise en place d'une critérisation, une gestion de la criticité sur vos équipements. Et comment cette qualification ou cette approche, est-ce qu'elle a eu un impact aujourd'hui sur votre organisation pour mieux gérer, pour atténuer par exemple la maintenance dite de complaisance? Enfin, comment cette information joue sur la priorisation des actions et est-ce que ça a eu un impact positif d'avoir cette critérisation durant cette période? Alors, pour nous, ça fait partie des outils fondamentaux, hein, tout ce qui est la criticité de nos équipements. Donc, on a des outils méthodiques qui nous permettent de savoir ce qui est critique dans nos usines. Donc, à la fois en termes d'action de maintenance et surtout en termes de pièces. Donc là, encore de manière fondamentale, il n'y a pas eu de grands changements parce que grâce à la criticité, on définit ce qui est prioritaire dans nos usines et puis on a fait ce qui était défini par rapport à la criticité. Donc, ça suit son cours en fait. Il n'y a pas eu de bouleversement total par rapport à nos obligations et à nos priorités. Donc, on suit ce qu'on a défini tous ensemble, les solutions, pour définir ce qui est prioritaire. Une autre question sur une diapositive que vous avez partagée qui présentait des indicateurs autour de l'outil décisionnel Click. Quels apports le décisionnel, est-ce qu'il y a un apport particulier de ce décisionnel durant cette période particulière, en plus d'une période classique, hein, est-ce que ces outils-là vous ont apporté un plus? Dans quelle mesure? Lesquels? Je vais peut-être répondre, Christophe, en début de partie. Ce qui est important, ce qu'il faut savoir, c'est si vous êtes responsable maintenance, il n'y a pas que la partie technique qu'on attend de vous. Donc, vous êtes gestionnaire, donc vous gérez des magasins, vous gérez des hommes et des ressources. Donc là, grâce à ces outils-là, on est capable de répondre en temps réel à notre état de stock, de ce qu'on a fait au niveau opérationnel. Donc, ça nous permet d'être plus réactifs, d'avoir en temps réel, de savoir en temps réel ce qui se passe sur le terrain et dans nos magasins. Donc, il n'y a pas besoin de retraitement spécifique. En appuyant sur le bouton, ça met à jour toutes les données. Donc, on a gagné en temps et puis surtout en efficacité. Merci. Quelle est la part de la sous-traitance? C'est vrai qu'on a parlé beaucoup des équipes collaborateurs, des techniciens associés présents de l'usine. Quelle est la part de la sous-traitance de vos activités de maintenance et du coup, quelle a été l'incidence du confinement sur ce type de maintenance? Christophe, tu réponds? Je n'ai pas fait d'analyse particulière sur l'impact. On fera l'analyse a posteriori. Ce que l'on sait, c'est que les sous-traitants sont intervenus sur nos sites en respectant les protections qui ont été mises en place. Pour le moment, on n'a pas fait encore une analyse approfondie de la part de la sous-traitance. Alors, je vais peut-être compléter la réponse. C'est vrai qu'il fallait s'assurer, on parle de sous-traitants aux partenaires, hein, c'est peu importe. Il fallait s'assurer, on a besoin d'eux, un peu comme les jeunes, on parlait d'alternants ou de stagiaires. On a besoin de tout le monde pour travailler. Donc, il fallait s'assurer que tout soit garanti pour qu'ils puissent intervenir. Donc, il y a peut-être eu des décalages pour certaines demandes, mais à partir du moment où on les a rassurés sur tout ce qu'on est en train de faire, ils sont revenus ou ils sont restés justement pour continuer leurs activités. Merci. Alors voilà, on a encore pas mal de questions qui sont sur différents thèmes et ça permet évidemment de compléter. Alors, peut-être de repréciser ou de réappuyer, puisqu'on a la question de nouveau, sur les avantages directs du logiciel Carle GMAO durant cette crise. Donc, voilà, je la lis quasiment textuellement. Tu réponds? Ouais, le principal avantage, c'est quand même la mutualisation des stocks. Donc, ça nous a permis vraiment de
nous dépanner entre nous, hein, de savoir où a été stockée la pièce et de pouvoir répondre rapidement à la demande d'un grand responsable maintenance ou de plusieurs usines. Autre élément qui est important, c'est qu'on se doit d'optimiser nos ressources, donc nos dépenses. Donc c'est vrai qu'en grâce à la GMAO, justement, ça permet d'avoir le bon niveau de stock de pièces pour être sûr qu'on ne dépense pas trop et au bon moment. Donc ça nous a permis aussi de structurer et d'être plus réactif par rapport à cette partie. Merci. Est-ce que vous avez dû, pendant cette période, en termes d'administration de la GMAO, appliquer des paramétrages ou des modifications, l'ajout d'attributs, d'interfaces différemment? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a dû être fait dans le produit pour vous adapter à cette période? Si oui, lesquels? On a modifié quelques profils par rapport à l'utilisation en télétravail de certaines personnes, mais globalement, non, on n'a pas modifié ou ajouté de paramètres sur la GMAO. Mon équipe a assuré la maintenabilité des processus en cas de soucis. On a eu essentiellement des problèmes pour des éditions sur les imprimantes pour les personnes qui étaient en télétravail. Mais mis à part ça, non, on n'a pas apporté de modifications sur la GMAO. Si les profils sont bien définis au démarrage d'une GMAO, on n'a pas apporté de modification. C'est vrai que c'est tout le travail en amont qui est important pour être prêt le jour J. Alors c'est soit un préventif, soit une crise. Et en fait, il ne faut pas improviser. Donc, ça nous a permis de consolider nos choix en termes de structuration de notre GMAO. Alors, je continue sur une autre question. Alors, on a évoqué la sous-traitance. Donc, dans le cadre où un partenaire externe à l'entreprise doit intervenir, est-ce que vous avez mis en place des alternatives s'il ne peut pas être en capacité de venir pour des raisons de chômage partiel ou de confinement, pour garantir votre préventif? Et peut-être plus globalement, du coup, est-ce que vous avez du préventif que vous êtes amené à déléguer à des partenaires externes? Je vais peut-être répondre. C'est vrai on s'est débrouillé pour maintenir notre préventif. Alors, soit on pouvait le décaler un petit peu le temps que toutes les garanties soient apportées à nos prestataires, nos fournisseurs, pour qu'ils puissent intervenir. Ou sinon, on faisait une partie par nous-mêmes, hein, en garantissant la technicité et la maîtrise de la compétence. Donc on s'est arrangé d'une manière ou d'une autre pour réaliser ce préventif parce que à partir du moment où on le décale, on connaît tous les conséquences de ce décalage de préventif. Donc on a trouvé des solutions, on a été agile par rapport aux différentes interventions qu'on devait faire au niveau interne et externe. Merci. Alors, d'autres questions? Alors, sur les coûts cette fois, est-ce que vous avez une idée à ce stade du surcoût de la gestion de la crise orienté sur le point de vue technique, et est-ce que la GMAO est une aide pour essayer de répondre à cette question? Donc les analyses se feront après coup, parce que là, avec toutes les équipes sont bien occupées pour répondre aux différentes demandes. Après, sur l'utilité GMAO, bien sûr, la GMAO est fondamentale parce qu'on enregistre toutes nos interventions en termes d'heures, des pièces qui sont changées, la structure analytique qui va être faite sera tirée de la GMAO. Donc, on a absolument besoin de cet outil-là qui nous permet d'aller vite dans les études. Donc, ça sera fait après coup. À partir du moment où on aura passé sous le déconfinement, là, on pourra faire ce type d'analyse. De toute façon, elles nous seront demandées par notre contrôle de gestion, notre direction industrielle et financière. Autre question. Alors, je vous propose de prolonger de quelques minutes en espérant que certains d'entre vous pourront participer, parce qu'on a encore quelques questions, donc j'en profite pour les poser. Avez-vous dû adapter vos modes opératoires d'intervention pour satisfaire notamment aux consignes de sécurité, distanciation, coactivité? Est-ce qu'il y a eu des modifications dans les gammes opératoires, dans les conditions de sécurité associées aux interventions? Voilà. Est-ce qu'il y a eu des modifications à ce niveau-là? Christophe, tu réponds?
À partir du moment où une gamme de maintenance est bien décrite, il n'y a pas de raison de la modifier. Alors, mis à part, effectivement, avec le Covid, le respect du masque, des charlottes, donc ça paraît déjà dans certaines de nos gammes. Après, comme le disait Mickaël, quand la sous-traitance ou les prestataires extérieurs intervenaient, il y avait un protocole de Covid. Non, on ne les a pas modifiés directement dans un GMAO, ça a été plus des consignes et puis respect des interventions. Ouais, tous ces fondamentaux sont déjà présents dans nos gammes. Toute la partie préparation, sécurité est déjà intégrée dans nos gammes, donc il n'y a pas eu de changement à faire. Merci. Alors, sur la formation des techniciens, est-ce que durant cette période particulière, vous avez évoqué que vous aviez beaucoup de personnes, des jeunes, des apprentis, peut-être des recrutements. Comment est-ce que vous y êtes pris? Est-ce qu'il y a eu des besoins en formation, en accompagnement, et comment vous avez fonctionné? Est-ce que les outils que vous avez pu utiliser pour faire cette formation en mode distance? Alors déjà, c'est en mode présentiel, parce que ces gens-là sont présents dans nos usines. Et puis finalement, comme on était sur des grandes séries, ça a permis de dédier plus de temps à ces jeunes sur la partie technique. C'est vrai qu'en général, lorsqu'on est dans l'activité, le vif du sujet, on passe d'une intervention à une autre. Mais là, comme c'était des grandes séries, on pouvait prendre plus de temps à expliquer pourquoi on faisait ça, et notamment sur le préventif. Donc c'était bénéfique pour nos jeunes ou moins jeunes pour réaliser la bonne maintenance et réaliser toute la partie du préventif. Laurent? Ah, Je crois qu'on a perdu Laurent. oui. On a perdu. La Wi-Fi, oui, la Wi-Fi. Excusez-moi, Ah, Ouais, c'est simplement un problème du micro. J'avais préparé ma question. C'est 2 dernières questions pour terminer cette session. Vous avez parlé de contrôle S. De quoi s'agit-il? À un moment donné, vous avez évoqué dans les outils associés à la GMAO. Peut-être c'est plutôt pour Christophe cette question. Oui. Alors, Control S, donc on a pris l'option Control S depuis le début des années, donc on est en train de le mettre en place. Ça va permettre d'être interfacé avec les organismes de contrôle réglementaire, type APAV, le Bureau Veritas, etc., pour avoir le suivi de l'ensemble de nos remarques réglementaires au sein de la GMAO. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que au cœur de nos organisations, c'est le responsable maintenance qui doit piloter tout ça. Donc, il faut vraiment qu'il ait toute l'information traitée rapidement. Donc, si au niveau des contrôles réglementaires, ça lui vient sous mode papier ou fichier Excel et qu'il doit tout retraiter et remettre dans le GMAO, c'est pas possible. Voilà, donc on a décidé de prendre contrôle S pour que tout soit glissé et qu'on ait un suivi après sous forme de tableau de bord. Merci. Une question vraiment pareil sur le retour d'expérience sur les outils. Comment gérez-vous le retour d'expérience sur les défaillances des équipements sur l'ensemble de vos sites? Comment vous pouvez estimer la fiabilité ainsi et améliorer vos plans préventifs? Et est-ce que tout ce travail a eu un impact aujourd'hui par rapport à cette période de crise, cette anticipation? Enfin voilà, comment on parle beaucoup effectivement de partage d'informations. Les gens, même s'ils sont sur site, parfois ils sont peut-être moins présents au même moment. Et voilà, toute cette gestion du savoir, de la gestion des défaillances et du retour d'expérience, si je globalise. Alors, on a des documents méthodes en fait qui sont présentés sur des retours d'expérience. Donc dès qu'il y a un souci en fait, on fait un retour d'expérience, on vient analyser l'impact de cette défaillance, soit au niveau humain, au niveau technique, au niveau financier. Donc tous ces impacts sont analysés et il y a un support qui est défini, qui est intégré après la GMAO pour le partager avec le plus de monde possible. Voilà, donc c'est la partie vraiment méthode maintenance qui intervient à ce niveau-là et qui crée tous ces documents, qui crée l'historique et le savoir dans nos UP. Donc c'est la continuité en fait de notre travail méthode qui est réalisé, même si on a une crise aujourd'hui. Après, bien sûr, on adapte notre maintenance par rapport à l'évolution de ces défaillances.
Alors, une toute dernière question posée par les participants, que je remercie pour avoir vraiment aussi contribué à l'animation de cet événement. Voilà, une question un peu ouverte, peut-être, justement, qui peut peut-être trouver aussi des réponses avec l'organigramme que vous avez présenté avec cette usine 4.0. Quel est votre avis sur la numérisation des usines et est-ce que cette approche, cette digitalisation, cette numérisation, pourrait être une des solutions pour pouvoir relancer des productivités, même si on a compris que la vôtre avait pas forcément en cette période été impactée d'un point de vue productivité, mais plutôt de la nature de la production. Voilà. Est-ce que, peut-être pour ouvrir largement cette question, autour de l'usine 4.0, est-ce que vous avez d'autres piliers que vous allez, à partir de cet événement particulier, pousser prioritairement et ce en quoi vous croyez actuellement au niveau agro-mousquetaire? Donc, comme vous l'avez vu sur l'organigramme, on a créé un service usine 4.0 Smart Industry, donc, parce qu'on se doit, et puis on y croit, on investit beaucoup dans ce service-là. On doit comprendre ce qui se passe. Le changement qui se passe, c'est les machines accumulent des données et on doit être capable de faire parler ces données. Donc, ce n'est pas justement en termes réactifs, on doit anticiper et se dire, tiens, avant qu'il y ait eu tel événement, il y a eu ça comme indice, comme révélateur. Donc, on doit être capable de comprendre ce qui se passe avant l'événement. Donc, on croit, on investit et on a différents chantiers de 4.0 dans nos usines pour toujours les faire progresser. Et c'est vraiment la voie qu'on nous demande et que moi, je pousse avec les équipes à mettre en place. Donc, c'est vraiment un vecteur de croissance, de productivité et d'amélioration pour toujours gagner en TRS, en performance de nos lignes. Et puis surtout, ça intéresse nos plus jeunes qui sont nés avec un smartphone dans les mains. Donc, on se doit d'aller vers ces nouvelles technologies et de zéro papier et toujours comprendre ce qui s'est passé et pourquoi et anticiper les différents problèmes. Eh bien, moi, je tiens déjà à remercier tous nos intervenants, Michael, Christophe, pour ce retour d'expérience concret autour de l'impact dans les usines agro-mousquetaires, Karim et Dominique pour l'animation, les questions et les précisions. Je rappelle qu'il y aura d'autres, comme tu l'as rappelé en introduction, Dominique, il y aura d'autres événements sur cette thématique avec d'autres retours d'expérience, d'autres clients. Et le prochain, c'est le 13. Voilà, voilà. C'est mercredi prochain. Le prochain web séminaire aura pour invité la BSPP, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et on pourra parler d'analyse de risque, on parlera de maintien en condition opérationnelle des véhicules ambulances, des équipements biomédicaux, etc. Ça va être un sujet aussi extrêmement intéressant. Je vous remercie, je vous souhaite, j'en profite aussi pour dire qu'en parallèle de cette série de web événements et de retours d'expérience, il y a d'autres événements aussi qui sont programmés. Vous pouvez les visualiser et éventuellement réserver vos calendriers. Les invitations seront très rapidement, très prochainement envoyées. Je vous souhaite à tous évidemment d'être en santé, et puis je l'espère que vous avez apprécié ce retour d'expérience, ce partage que nous allons poursuivre dans les événements prochains. À très bientôt. Merci. Je remercie encore tout le monde et je vous dis à une Merci. prochaine. Merci. Très bonne journée à vous tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.